Bonjour à tous. Merci de prendre place. Nous allons commencer. Alors, vous le savez, je ne suis pas Fabienne Bornard, mais je vais la remplacer au pied levé. Mais je fais confiance aux intervenants avec qui on avait préparé cette table ronde. Fabienne a eu un petit souci de santé, donc s'est fait excuser hier. Et bon, voilà, on lui présente tous nos vœux de rétablissement. Et du coup, c'est à moi que va incomber la lourde tâche de démarrer et d'animer cette table ronde. Et je vais surtout me contenter de passer la parole à nos experts, à qui je vais demander rapidement de se présenter. Alors, on commence. Vous avez un micro pour 3. Celui-là doit marcher aussi, peut-être, le filaire. Il marche aussi, le filaire ? Ah, c'est bien, c'est bien. Merci. Voilà, ces petits problèmes techniques étant réglés, donc on va commencer directement par Michel, à toi. Bonjour à toutes et à tous. Michel Gèze, je suis responsable du centre de formation des professionnels de l'accompagnement entrepreneurial, BPI France Création. Je suis également responsable d'un autre service, toujours dédié aux professionnels de l'accompagnement, qui s'appelle l'espace conseiller, bpifrancecréation.fr. Ça fait quelques années que je participe à ce congrès. D'ailleurs, merci à Marie-Hélène de m'y avoir convié. C'est toujours avec grand plaisir. Et pour les personnes qui n'avaient pas suivi l'actualité, il y a près de 2 ans et demi, nous avons, l'ensemble des collaborateurs de l'AFE, rejoint BPI France, ce qui a donné le titre BPI France Création. Donc c'est pour ça que vous retrouvez nos ressources et nos services au sein de BPI France. Merci Michel. Donc Philippe, dans l'ordre de... Bonjour à toutes et à tous. Donc, Philippe Rajosepha, donc moi je suis le responsable au sein de l'URSCOP, l'Union régionale des sociétés coopératives d'Occitanie Méditerranée, d'un dispositif, d'un incubateur qui s'appelle Alter Incube. Donc, on s'occupe d'accompagner des projets en incubation d'innovation sociale et environnementale. Je m'occupe également d'un accélérateur de croissance qui s'appelle Alter Venture, qui accompagne des entreprises à impact. Et auparavant, j'ai eu la chance de pouvoir animer le réseau des incubateurs et des pépinières de la région Occitanie partie Est, d'être chef d'entreprise et de financer, d'être banquier d'entreprise également, de financer des entreprises. Et bonjour à tous, je suis Frédéric Olive, je suis le directeur de Cosens, dont je vous laisserai découvrir les services sur les réseaux sociaux, sur notre site internet. Et surtout, j'interviens aussi ce matin en tant que président de l'Union régionale des couveuses entreprises et qu'administrateur du réseau national des couveuses. Et Cosens, c'est à Marseille. Et Cosens, c'est à Marseille. Voilà, merci à tous. Donc, on va démarrer. Alors, on va démarrer par l'origine. Alors, c'est de cette table ronde. Donc, bien évidemment, dans un congrès de professionnels de l'accompagnement, difficile de ne pas parler de métier, posture, compétences. Comment mieux faire notre métier ? C'est aussi l'objectif de Procréa, de nous aider à avancer sur toutes ces dimensions. Et quand on a préparé la table ronde avec Yann, et on s'est adressé à Fabienne pour l'animer, parce que vous savez qu'on a un historique partenariat avec la revue Entreprendre et Innover, qui a commis, à l'issue du dernier Procréa, qui a eu lieu en 2019, un article de référence qui s'appelle « L'accompagnement entrepreneurial, le point de bascule », que... Yann et moi, on a trouvé formidable, qui correspondait parfaitement à tout ce qu'on a voulu mettre en avant dans Procréa depuis de nombreuses années. Donc on s'est dit, on va s'adresser pour animer cette table ronde, c'est une évidence, à l'une des co-rédactrices de cet article. Cet article qui est issu de 27 entretiens avec des professionnels de l'accompagnement, avec certains d'entre vous peut-être. Je sais que Michel, tu fais partie, je crois, des gens qui avaient été interviewés. Donc il y a eu 27 entretiens qualitatifs qui avaient été faits en 2019 ici même pendant Procréa, où nos 4 chercheurs, Fabienne Bornard, Dominique Frugier, Dominique Anne Michel et Olivier Toutain,
donc qui intervient en ce moment même dans une autre table ronde, avait réalisé auprès de professionnels pour essayer de tirer un article et des réflexions, des bases de recherche pour voir quelle était la façon dont les accompagnants voyaient l'évolution de leur métier. Donc, on avait demandé donc effectivement à Fabienne d'assurer cette introduction et ensuite de s'adresser à nos experts ici présents. Mais bon, comme je viens de le dire et je le redis pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés, Fabienne a un petit problème de santé, c'est pour ça que je la remplace au pied levé. Donc voilà, heureusement qu'ils sont là. Donc, dans cet article, donc, qui était issu de 27 entretiens qualitatifs, 2 choses avaient été particulièrement étudiées. Les chargés d'accompagnement et les structures d'accompagnement. C'est-à-dire que chacun avait, parmi les personnes interviewées, avait émis leur regard sur la façon dont eux exerçaient leur métier et la façon dont les structures d'accompagnement leur permettaient également d'accompagner et d'exercer leur métier. Parmi les choses qui étaient ressorties, c'était que les chargés d'accompagnement avaient bien évidemment conscience qu'il fallait qu'ils quittent leur posture d'expert pour arriver à faire avec, aider, synthétiser, comprendre les informations recueillies par le porteur, organiser la gestion du projet. On n'était plus dans une posture « je suis le sachant ». Je me mets au service du porteur de projet que j'accompagne. Je commence à prendre mon rôle d'accompagnant par rapport à celui d'accompagnateur, comme on l'a vu hier avec Sylvie Samut, qui est dans la salle. Parmi les autres remarques qui interpellaient les chargés d'accompagnement, c'était que on leur demandait de passer de l'industrie à l'artisanat pour personnaliser les prestations en fonction du porteur de projet. Qui était, voilà, il y a des mouvements, il y a des vagues, on le sait. On est passé de l'individuel, d'un accompagnement individuel à de l'accompagnement plus collectif pour prendre davantage de porteurs de projet en même temps. Parce que pour les structures, c'était une évidence qu'il fallait aussi faire du chiffre, faire du nombre. Par contre, les injonctions contradictoires, progressivement, on leur a demandé aussi de faire du sur-mesure. Alors, comment faire du sur-mesure quand on part de l'industrie ? Et ensuite, une posture plus réflexive, apprendre être le miroir du porteur de projet, aider à prendre du recul et coacher, ce qui était aussi une nouvelle dimension pour les accompagnants qui faisaient en sorte qu'ils voyaient une révolution dans leur façon d'exercer leur métier. Dans les entretiens également sont ressorties quelques données relatives aux structures d'accompagnement. Les structures d'accompagnement qui sont de plus en plus en quête de légitimité. On en a parlé aussi, on a vu la multiplicité, on est là pour en témoigner tous, des acteurs qui exercent aux côtés des porteurs de projets. Pour chacun, l'enjeu, c'est prouver sa légitimité. Donc, comment les structures doivent-elles faire cela ? Un autre point, c'était une révolution intellectuelle, le changement de culture pour les structures d'accompagnement, les plus classiques notamment, qui devaient passer donc d'une position de service public, guichet, financement public. On doit, s'il est dans notre mission, même gratuitement d'accueillir les porteurs de projets. Donc des structures qui désormais vendent des prestations. Et pour effectivement
les conseillers et les accompagnateurs, ça a de l'incidence, parce que c'était un métier qu'on n'avait pas forcément à la base, un métier de commercial, d'arriver à vendre des prestations. Et donc les structures doivent effectivement effectuer ces mutations avec leurs agents. Enfin, bien évidemment, et c'est lié, changer de modèle économique. Donc là, on a retrouvé au travers des entretiens déjà en 2019 le terme d'hybridation qu'on a mis à l'honneur cette année. Des accompagnements qui, pour les structures, l'enjeu c'est véritablement d'être au cœur d'un écosystème, travailler avec les autres. On a parlé compétition hier également. Donc tout ça, c'était dans l'article de la revue Entreprendre Innover qu'on va remettre en même temps qu'on mettra les vidéos sur le site de Procréa et les PowerPoint, bon, sachant que celui-ci il est très très limité. On vous mettra le lien sur cet article. On s'en était pas mal servi sur les réseaux sociaux quand on avait commencé à parler de tout ce qu'on allait faire à Procréa cette année. Mais lisez-le, il est très très bien fait. Donc merci aux 4 chercheurs qui l'avaient rédigé. Alors, il y avait ça, il y avait cette base pour partir, pour parler compétences, pour parler métier. Et puis on s'est dit, bon, ben ça finalement, voilà, ça a été dit, donc on va peut-être pas y retourner. C'était déjà ce qu'exprimaient les conseillers au moment de ces interviews. Donc du coup, on a dit, ben, on va essayer quand même d'aller trouver, dans le cadre de cette table ronde, des regards supplémentaires et complémentaires par rapport à tout ce que je vous ai indiqué ici. Et c'est pour ça qu'on a invité 3 points de vue complémentaires, mais totalement différents de l'accompagnement. Et donc Fabienne, quand elle a préparé cette intervention avec nos 3 experts, leur a posé la question sur qu'est-ce que c'était pour vous l'accompagnement aujourd'hui. Et du coup, elle a demandé à chacun de faire un petit dessin. Et elle a pris des risques. Hein. Donc, les voilà. Et je vais commencer par le dessin de Philippe Rajosepha, qui va répondre à cette question, qu'est-ce qu'accompagner pour toi? Et qui arrive, l'animation, voilà. Pom, 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 pom. C'est beau, hein? Ah, ça, c'est mon dessin. Désolé, je ne suis pas un dessinateur. Et le constat, hein, que j'ai partagé, hein, j'ai échangé pas mal avec des chargés d'affaires, donc des gens qui accompagnent les porteurs de projets sur le terrain. La première réflexion qu'on a eue, et on s'est bien basé sur l'article et sur les travaux de Procréa de 2019, c'est sur, on a examiné et identifié la façon dont on devait faire évoluer notre accompagnement. On s'est dit qu'il y avait finalement 3 grands niveaux de compétences, donc les hard skills, tout ce qui était compétences, connaissances, expertise. Dans ces hard skills, on s'est aperçu qu'il y avait des choses qui étaient sous-traitables, fractionnables, ubérisables, scalables. On a identifié les medium skills, qui étaient tout ce qui était du ressort des processus, des méthodes. On fait des roadmaps, etc. Voilà. Et puis tout ce qui était dans les soft skills, tout ce qui était du ressort des postures, de l'altérité, de la maïotique, de la pédagogie. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a construit nos programmes d'accompagnement par rapport à ces compétences, c'était un souhait, et qu'on a partagé avec plusieurs incubateurs. Et par rapport à ça, donc mon petit dessin, il y avait un tel diagramme de contraintes, ce qu'évoquait Marie-Hélène, parfois contradictoire. On a donc fait notre diagramme de contraintes entre nos impératifs de résultats, nos impératifs de moyens, parce qu'il faut de la rigueur, il faut de la convivialité, il faut du plaisir, il faut du résultat, il faut tout ça, quoi. Voilà, donc c'était quoi notre espace de contraintes? Et on s'est dit, tiens, il faut inventer la productivité qualitative personnalisée. Alors ça fait la PQP. Voilà. Donc, et par rapport à ça, on a fait ce dessin, on se dit, waouh, donc qu'est-ce qu'on doit devenir demain? Eh bien, on doit devenir des moutons. Alors on prend une éprouvette, on prend des génomes, on prend des cellules de moutons à 5 pattes, et on va hybrider ça avec des cellules de girouettes. Voilà. Et on dit finalement, nous, notre métier d'accompagnateur, c'est d'être un mix, un citoyen hybride entre la girouette et le mouton à 5 pattes. Et par rapport à ça, on a défini 4 domaines d'habileté.
Le domaine d'habileté transactionnelle, qu'on connaît bien, c'est tout ce qui ressort du ressort de l'expertise technique, de notre fonction de technicien. Et ça veut dire aussi qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que demain, imaginez un accompagnateur sans aucune expertise, sans aucune capacité technique, même s'il développe énormément de soft skills, ça va être compliqué. Parce que le point d'entrée en termes de légitimité, ça risque de coincer un petit peu avec le porteur de projet. Donc ça, c'est tout ce qui est transactionnel, c'est du ressort du business, le business plan, enfin voilà, un peu cet univers, le transactionnel. Le deuxième univers, c'est l'intégrationnel, les compétences intégrationnelles. Et ça vient tout simplement le mot accompagner, le mot accompagnateur, dont j'ai retrouvé l'étymologie du mot, c'est intéressant de s'y intéresser. C'est pas mal, ça c'est intéressant de s'y intéresser. Voilà. Alors le mot du accompagnateur, ça vient du terme, je le relis parce que pour ne pas dire de bêtises, il vient du terme compagnonnage, compagnon, celui avec lequel on partage le pain. Accompagner signifie prendre pour compagnie, puis se joindre avec l'idée d'un déplacement commun. Et on s'est dit, ça nous va bien, ça. C'est plutôt pas mal. Et on dit, on va se fonder sur cette étymologie. En fait, en plus, c'est un truc formel. Et on a dit, on va développer donc aussi des compétences intégrationnelles. Donc, c'est la capacité à mettre en relation. C'est tout ce qui va être activation de réseau, activation de l'écosystème, connaissance de l'écosystème, faire avec et faire à plusieurs. Le troisième niveau, vous voyez, c'est le champ des habiletés relationnelles. On s'aperçoit qu'elles sont très importantes. Donc ça relève des capacités pédagogiques, des capacités à gérer les conflits, des capacités à gérer l'altérité. Donc ça, c'est également très important. Et puis une dernière qu'on a identifiée, qui était les habiletés transformationnelles. Les habiletés transformationnelles, c'est qu'on s'aperçoit que quand on commence à accompagner un projet, il est dans un état gazeux. Et avant qu'il se cristallise pour la mise en œuvre, il se passe un certain temps. Et dans cet état gazeux, dans le monde du foisonnement et de l'inconnu, on s'est aperçu qu'on devait développer des capacités transformationnelles. Donc la capacité à faire évoluer non seulement... On a une double relation. Hein. On a la relation au projet, et on a aussi la relation au porteur. Et dans chacune de ces relations, on doit développer des compétences particulières et pouvoir les rendre homogènes. Et donc là, on s'est aperçu qu'on devait être en capacité de transformer un projet sans l'imposer. Voilà, c'est ce qu'évoquait Marie-Hélène, on n'est pas des maîtres d'école, ce n'est pas notre job. Mais comment amener un porteur de projet à évoluer avec nous en tant que compagnon, donc à partager le pain avec nous pour aller jusqu'à la réussite de son projet. Donc voilà le dessin, c'est ces 4 domaines d'habileté avec le reste. Merci Philippe. Voilà, donc même exercice pour Michel, qui lui vous a fait ça. Alors attention, ça pique aux yeux. Ça pique aux yeux. Alors on vous les explique, mais c'était le but. Voilà, je suis sûr que c'est difficilement lisible. Mais... C'est difficilement lisible et visible, peut-être à l'écran. Déjà, l'origine, c'est toujours le rapport d'un côté, un porteur de projet qui est peut-être sous différents angles un porteur de projet multiple qui arrive avec des projets plus ou moins avancés, avec des besoins qui sont plus ou moins définis, avec des situations qui peuvent totalement être différentes. Et ces besoins, en face, il y a un accompagnant. Cet accompagnant, il est soit salarié d'une structure d'accompagnement, soit peut-être un freelance. Et donc, derrière, il y a une offre de service qui doit pouvoir répondre à l'ensemble de ces besoins. Et toujours dans la volonté de faire passer d'un projet, d'une idée, à une action et permettre, dans les meilleures conditions possibles, que ce porteur de projet puisse développer son activité. Sauf que les choses ont quelque peu changé ces dernières années. C'est comme si ce petit schéma, c'est une photographie à un instant T. Si on devait le comparer à l'équivalent il y a 10 ans et peut-être même dans 2-3 ans, on aurait des choses qui auraient considérablement évolué. Et donc j'ai voulu y ajouter différents niveaux dans cette photographie, puisque au-delà de cette présentation un peu simpliste d'un rapport entre le besoin et en face une offre de service, est venue se greffer en fait la notion de financement de cet accompagnement. Ce qui fait que
derrière cet élément, vous avez différents financeurs de l'accompagnement entrepreneurial qui interviennent. Bien sûr, il y a des dispositifs régionaux, il y a le FSE, il y a aussi les fonds d'assurance formation avec le CPF. Et de plus en plus, vous voyez arriver la volonté, que ce soit des structures, de demander aux porteurs de projets de mettre la main à la poche. Et ça rejoint un peu ton idée tout à l'heure, Marie-Hélène, quand on parle du métier de commercial des accompagnants, c'est assez nouveau, mais au final, c'est le débouché de ces dernières années. Donc, il sera de plus en plus demandé aux porteurs de projets de mettre la main à la poche pour pouvoir équilibrer en fait, le financement de cet accompagnement. Donc, si on regarde ce schéma, il y a une autre sphère qui vient se greffer à cela, c'est les structures d'accompagnement elles-mêmes sur les territoires. Et comme vous le voyez, vous avez des structures publiques, associatives et de plus en plus de privées. Et ces structures entre elles, il peut y avoir des rapports partenariaux. Il y a aussi de la coopétition, mais de plus en plus de la concurrence. Ce qui fait que ça rend quelque part illisible. D'ailleurs, le schéma, si on le regarde tel quel, il peut être très vite illisible. Pour le porteur de projet, c'est quelque chose qu'il a du mal à deviner. C'est pour ça qu'on a souvent parlé ces derniers temps de porteur de projet zapper qui va passer d'une structure à l'autre et va vouloir rechercher les solutions à ses problèmes, à ses besoins. Donc, à côté de cela, il y a une autre strate, c'est que l'accompagnant lui-même, il doit pouvoir réunir, ça rejoint ce que tu viens de dire à l'instant, c'est ce fameux mouton à 5 pattes, il doit mobiliser une multitude de compétences, mais aussi avoir différents métiers. Et ça, c'est en fait quelque part les évolutions de ces dernières années des professionnels de l'accompagnement. C'est que on n'est plus sur, comme tu le disais, Marie-Hélène, un rôle de sachant qui apporte des réponses à des interrogations, mais il y a une multitude d'autres métiers qui sont venus se greffer à cela, notamment l'animation de communautés, qu'elles soient physiques ou digitales, le fait de se positionner en tant que coach de manière à mettre en action et de booster en fait le porteur de projet pour le mettre en action dans les meilleures conditions. C'est aussi devenu de plus en plus un gestionnaire de dispositifs de manière à pouvoir rendre des comptes aux financeurs publics et autres. Donc, on est sur une vision qui est quand même multiple, avec des niveaux multiples, mais vis-à-vis du porteur de projet, il faut se le dire, ce n'est pas très simple. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est parfois pas simple pour les structures d'accompagnement elles-mêmes. Merci Michel de cet apport. Merci Marie, ou pas merci, parce que je savais que ça serait difficile d'intervenir après Michel et Philippe, mais je vais me lancer. Bientôt le mois d'octobre, c'est une période bénie pour moi, parce que c'est la période de mes deux passions, accueillir des champignons et les salons de la création d'entreprise. Les deuxièmes poussent plus vite que les premiers ces dernières années, et c'est aussi le moment de voir que la richesse de notre écosystème, la densité de notre écosystème est devenue quand même un grand bordel. Et quand Fabienne m'a tendu ce piège malicieux de faire un schéma, je m'en suis sorti par une pirouette que vous pouvez qualifier d'escroquerie intellectuelle aussi. Mais trois choses quand même sérieuses sur cette boîte. Si on fait l'exercice avec la salle aujourd'hui, vous êtes une centaine et on peut avoir une centaine de dessins différents et vous allez projeter en termes de dessin, un peu comme on dit en sociologie, d'où vous parlez ou d'où vous dessinez. Si vous êtes dans une plateforme, vous ferez votre vision de l'accompagnement et dans une CCI, votre vision de l'accompagnement. Et donc on aura des dessins très différents. Et donc c'est la place à l'innovation, à l'imagination. Mais une boîte, ça reste une boîte. Et une boîte, ça encadre, il y a un dessus, il y a des côtés. Et donc ça m'a amené à cette réflexion que j'aime bien, qui est cadré mais pas normé. Au moment où on rédige une charte ici sur Procréa,
cadré mais pas normé, évidemment, il y a des fondamentaux. Philippe, et dans la préparation, on en avait parlé. Il y a des fondamentaux, il y a des passages obligés, il y a des figures imposées en tant que conseiller à la création. Donc ça, c'est le cadrage. Mais pas normé parce que, évidemment, selon le territoire sur lequel on est, selon la structure dans laquelle on est, selon les publics auxquels on s'adresse, d'avoir un référentiel de métier commun peut être un piège aussi. Et donc, cadré mais pas normé me semblait une phrase intéressante à lâcher à l'Assemblée. La deuxième chose, c'est que cette toute petite référence littéraire, vous l'avez, j'espère, tous et toutes compris. Et ça nous permet du coup d'interagir, ça vous permet d'en rire, ça vous permet de dire peut-être que c'est nul. Bref, en tout cas, ça vous permet de la comprendre et de créer la relation entre nous. Ce qui vous permet de comprendre cette référence, c'est votre niveau de culture générale. Et il me semblait très intéressant dans nos métiers de parler de ce niveau de culture générale des accompagnateurs et des accompagnatrices et des structures, parce que c'est peut-être ce qui nous sauvera demain. Et c'est ce qui fera la différence quand un porteur de projet se présente à nous. Il verra qu'on est une source d'opportunités, de valeur ajoutée. Et c'est ce qui fera aussi l'attractivité d'une structure. Et hier, dans les déambulations, je retrouvais dans les mots que chacun évoquait, on pouvait les relier plus ou moins à cette notion de culture générale. La curiosité, l'ouverture d'esprit, la vision à 360 degrés, la vision globale des projets, la connaissance de certains secteurs d'activité. Évidemment qu'on peut relier tout ça à la culture générale. Alors comment les structures peuvent ou ne peuvent pas travailler sur cette histoire de la culture générale de leurs collaborateurs, mais il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant, en tout cas pour la vie de nos structures. Et Merci. Puis évidemment, le troisième point, Marie, j'en termine. On ne s'était pas concerté, mais évidemment que dans cette boîte, il y a l'être que vous recherchez tous, que nous recherchons tous, cet être hybride à mi-chemin entre le cinquième élément et le dieu de l'entrepreneuriat, qui est le mouton à 5 pattes. Donc chacun y mettra le mouton à 5 pattes qu'il veut dans cette boîte. Et dans cette boîte, on peut y mettre effectivement tout ce que vient de dire Philippe. On en avait discuté dans les phases préparatoires. Et tout ce que vient de dire Michel aussi. Merci. Ouais, ben voilà. belle conclusion sur ce premier point de vue de l'accompagnement qui envoie bienvenue dans la complexité, bienvenue dans le grand BINS de l'accompagnement entrepreneurial. Alors, Frédéric, tu vas garder le micro parce que du coup, en tant que responsable de structure, toute cette complexité et ces compétences multiples qu'on demande aux collaborateurs, ça peut générer des choses. Hein. Oui, on parlait de cette complexité, de cette densité. Et du coup, de redire aussi que cette complexité, elle correspond aussi à une hétérogénéité des besoins des créateurs. C'est-à-dire que le marché de la création n'est pas homogène. Et donc, s'il y a une pluralité aussi d'accompagnateurs ou de structures d'accompagnement, c'est parce qu'il y a pluralité de besoins, entre autres. Et cette pluralité de besoins, elle a aussi beaucoup évolué chez nos clients. J'emploie sciemment ce mot, Michel. Du coup, elle a évolué chez nos clients. Et elle nous a poussé, nous et puis vous, à imaginer des outils différents, des nouvelles méthodes. Mais il y a un outil qui reste présent depuis le début, c'est les collaborateurs et les collaboratrices qui composent nos structures. Et ces dernières années, alors c'est un témoignage là, que je fais, mais un glissement sur les méthodes de recrutement et la manière de recruter qui est en train de changer. Et je vous livre là une dernière expérience de recrutement qui date de 2 ans. 140 CV reçus. 40 entretiens physiques et puis un recrutement à la clé, un mouton à 5 pattes, ancienne directrice financière, certifiée coach, ce qui est quand même un coach qui manie les chiffres, alors là... C'est le top. C'est le top. Qui aime participer aux apéros, aux after-work, parce qu'il y en a un tous les 2 soirs. Donc bref, on cochait beaucoup de choses. Et puis 12 mois après, elle s'en va. Et donc là, c'est comment parler de ce retour d'expérience, en fait, plus communément appelé cet échec, on peut dire. Parce que prendre autant de temps, investir autant de temps sur un recrutement pour garder une collaboratrice avec qui ça s'est bien passé pendant 12 mois, ça amène un certain nombre de remises en question sur la structure. D'abord sur les méthodes de recrutement, comment on recrute, est-ce qu'on doit y passer autant de temps? Et puis surtout, j'avais mis beaucoup d'énergie sur le recrutement et je suis complètement passé à côté d'un enjeu peut-être encore plus fort, qui est les premiers mois ou qui sont les premiers mois du collaborateur. C'est-à-dire, il y a un enjeu sur le recrutement, mais il y a peut-être un enjeu encore plus fort sur la fidélisation et sur comment on intègre le collaborateur et comment on sécurise, on fidélise le collaborateur à l'intérieur de la structure. Donc aujourd'hui, je pense que les structures vont... Alors,
je dirais que la bataille du sourcing sur les entrepreneurs, elle est déjà engagée entre les structures. Les structures veulent le plus tôt possible et le mieux possible les meilleurs porteurs de projets. Mais il y a peut-être une bataille du sourcing qui va commencer à s'opérer sur les meilleurs collaborateurs, avec des rapports de force qui me semblent s'inverser aujourd'hui, quelques rapports de force qui s'inversent. Il y a 15 ans, si je voulais déployer mon envie d'être conseiller à la création d'entreprise, j'avais à ma disposition un écosystème X. Aujourd'hui, si je veux déployer mon envie d'être conseiller ou conseillère à la création d'entreprise, je n'ai que l'embarras du choix. Je peux le faire dans une collectivité, je peux le faire dans une plateforme, dans une couveuse, je peux le faire dans une CCI, je peux le faire à l'université, bref, je peux le faire de partout et surtout, je peux le faire aussi en freelance. Je peux avoir un business qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat et en binôme être accompagnateur, mentor et doubler des activités. Donc tout est possible aujourd'hui. Donc les structures et la structure que je représente aujourd'hui se retrouvent aussi confrontées à une espèce d'inversion où on constate aussi que le rapport de force s'inverse et nous oblige aussi à revoir nos méthodes de recrutement, nos méthodes de fidélisation, en commençant par la première chose, la rémunération, soyons clairs et directs, et donc de sentir un peu des signaux faibles sur ces rapports de force qui changent. Alors, dans un contexte, allez, on le dit, post-Covid, qui a entraîné des interrogations chez les collaborateurs, chez les porteurs de projets, oui, mais chez les collaborateurs et chez les candidats pour nos structures, le sens du travail, la place du travail. Il y a le travail et il y a ma vie, et les deux sont séparés. Génération Y, comme je n'ai pas assisté, mais bon. Et aussi les signaux faibles qu'on entend, qu'on voit sur les tensions sur le marché du travail. J'ai des collègues plutôt sur le marché de l'emploi, mais qui me disent on animait des conférences jusqu'à présent sur comment gérer la pénurie, et aujourd'hui on commence à animer des conférences sur comment animer des conférences sur la pénurie d'offres, alors qu'avant on n'était pas sur ces thématiques-là. Est-ce qu'on sera sur ces thématiques? Nous, en tout cas, on sera sur un nouveau rapport à ses collaborateurs, et avec tout ce qu'on vient de dire sur cette recherche du mouton en 5 pattes, qui est difficile à trouver et peut-être aussi difficile à fidéliser, et qui nous impose et nous oblige aujourd'hui. Merci. Et donc, petit clin d'œil au Master 2 accompagnement entrepreneurial qui se forme à devenir des conseillers à l'accompagnement à la création d'entreprise. Vous avez l'opportunité de... Voilà. Et que nous avons testé et approuvé. Voilà, donc Master 2 accompagnement entrepreneurial de Sylvie Samut à Montpellier Management. Nous avons donc 15 ou 16 de leurs représentants qui sont parmi nous sur ces 3 jours. Bon, donc c'est effectivement tableau posé qui se complexifie de plus en plus. À toi, Michel, donc comment essayer de répondre aux besoins et contraintes des structures? Comment est-ce que, à ton avis, les structures gèrent la complexité? Comment on peut les aider? En fait, le point de départ de mon analyse, qui est quand même très personnelle et issue des échanges que je peux avoir également avec mes clients, qui sont vous, les professionnels de l'accompagnement entrepreneurial, mais aussi les structures qui nous envoient en formation leurs collaborateurs. En fait, on a vu une évolution ces dernières années, mais qui... je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit, mais dans les évolutions assez perceptibles, tu as parlé de freelance tout à l'heure, on a de plus en plus de demandes en provenance de personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui arrivent avec une expérience, quelquefois de coach, bien entendu, et qui ont besoin d'être équipés, d'être musclés sur de l'accompagnement entrepreneurial. Et donc, c'est assez récent, cette arrivée. Donc, on est dans une volonté de répondre à quelque chose de plus large en matière d'offres de services. Et donc, on voit cette typologie arriver de plus en plus. Alors, pour répondre à ta question, Marie-Hélène, à côté de cela, en parallèle, on voit également de nombreuses structures qui ont souvent un avis raisonné sur les évolutions des compétences de leurs collaborateurs. Je ne vais pas parler de gros mots comme la GPEC, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très récurrent. Alors, tout cela est étroitement lié aussi aux évolutions de ces structures, avec des mutations, avec des fusions, et donc, au final,
on voit arriver des personnes qui souhaitent vraiment changer de métier parce que c'est leur avenir qui est en jeu au sein de ces structures. Mais on voit aussi quelque part des personnes qui sont un peu en retrait et ne se rendent pas compte que ces évolutions ont un impact très très fort au sein de leur entité en pensant qu'ils vont réussir à passer entre les mailles du filet et qu'ils vont pouvoir continuer à exercer leur activité d'accompagnant comme ils le faisaient depuis de nombreuses années. On est vraiment dans un environnement qui est en pleine mutation et qui continuera à évoluer. Tout cela est quelque peu impulsé par le financement, je l'ai dit tout à l'heure, avec le schéma, le financement public de l'accompagnement entrepreneurial. Et donc derrière, le déroulé, c'est que les compétences des collaborateurs doivent évoluer par rapport à ces offres de services qui seront financées. Donc, comment les structures réagissent? Lorsqu'ils ont mis en place une évolution prévisionnelle sur leur territoire, ils forment en amont leurs collaborateurs de manière à pouvoir répondre à ces demandes le plus tôt possible. On en parlerait peut-être tout à l'heure. Nous, de notre côté, on met en place de nouveaux produits qui permettent de répondre, en tout cas, de cocher certaines cases. Il y a d'autres structures qui réagissent tardivement, et je rejoins ce que tu disais à l'instant, c'est que pour aller chercher le mouton à 5 pattes, c'est de plus en plus difficile, et avec quelquefois le peu de moyens qui sont mis derrière, avec des rémunérations qui sont assez basses, ce qui fait que là, de ce côté-là, le turnover est très important, et c'est très difficile de pouvoir s'ancrer sur son territoire et démontrer une qualité. Je ne dis pas que les personnes qui partent ont de mauvaise qualité. Je n'ai pas dit ça du tout. C'est simplement que pour pouvoir s'inscrire sur son territoire, il faut s'inscrire dans la durée. Et c'est de plus en plus difficile puisque les évolutions font que, et c'est totalement normal d'un point de vue individuel, lorsqu'on est un professionnel de l'accompagnement, il faut bien voir aussi de son côté son propre portefeuille, c'est de se dire s'il y a une structure d'accompagnement qui a bien vu quelles étaient les qualités que j'avais et qui me permet de me rémunérer davantage, la question ne se pose pas trop longtemps. Donc il y a une mutation qui évolue de plus en plus. Donc je rejoins ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un petit souci sur la rémunération des accompagnants, de manière à pouvoir les stabiliser sur les territoires. Alors c'est une équation quelquefois impossible, puisque derrière, il faut bien trouver les financements pour pouvoir le faire. Et puis ça renvoie au schéma que j'avais tenté de réaliser, c'est que au bout d'un moment, il y aura une partie où le porteur de projet devra mettre la main au portefeuille pour pouvoir équilibrer les comptes. Et puis, ça aura un impact aussi sur la rémunération. Ok. Et du coup, la formation, puisque en tant que responsable de service de formation pour les collaborateurs, est-ce que ça peut être justement un facteur de fidélisation des collaborateurs, de leur vendre quelque part une évolution de compétences Tout à fait. En fait, le dernier point que je voulais aborder sur ce sujet, c'est qu'on voit aussi de plus en plus de collaborateurs qui ne trouvent pas de solution de formation en interne, s'adresser à nous directement en mobilisant leur CPF de manière totalement individuelle, justement en se disant c'est un investissement que je réalise sur mon avenir, de manière à pouvoir évoluer, sentent bien qu'au sein de leur structure, ils sont sur quelque chose de totalement bouché, un avenir bouché, et ils préparent eux-mêmes leur propre avenir. Il y a des demandes particulières sur des. Est-ce que vous avez un top des formations à la PCE, à la BPI France? Oh là là. Excusez-moi. Oups, gros mot. Oups. Non, c'est pas un gros mot. On peut pas renier son histoire. Voilà, c'est ça. En fait, on a différentes typologies de clients. Pour les personnes qui sont dans une voie de reconversion, on a un produit qui est un cursus de conseil en création d'entreprise, qui est une formation de 25 jours.
à côté de cela, il y a des personnes qui sont en poste depuis très longtemps et qui ont besoin soit de se remuscler sur certaines compétences, que ce soit sur de l'accompagnement sur l'aspect financier, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas eu l'occasion de mettre en place depuis de nombreuses années. Il y a une volonté de se replonger sur certains aspects du métier. Sur des aspects techniques, donc. Techniques, tout à fait. Et on voit aussi arriver de plus en plus des demandes alors qu'on n'assouvit pas actuellement, puisque notre offre catalogue ne le permet pas, mais ça ne va pas tarder. Mais sur justement sur de l'animation digitale, sur d'autres sujets en lien avec l'activité d'accompagnant, que ce soit sur du technique toujours, mais plutôt sur du digital, sur de l'animation, une formation de formateur notamment. Donc il y a des éléments qui vont dans ce sens. Et également, dans le top, on a beaucoup de demandes, mais qui ne se concrétisent pas, parce que ça ne fait pas partie. Il y a quand même un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que chaque collaborateur des structures émet des vœux à la fin de chaque année en matière de formation. Venir à Procréa, par exemple. Voilà, entre autres. Et ils ne sont pas forcément assouvis, ces vœux. Et donc... en face, il y a la décision de la structure de mobiliser le budget de formation sur telle ou telle formation. Donc on peut proposer des formations qui ont un intérêt, qui ont une estime de la part des professionnels de l'accompagnement. Notamment, on a une formation sur une méthode de coaching qui s'appelle la méthode GROW. On a beaucoup de demandes, mais très peu concrétisées. Parce qu'il y a un décalage. Les structures ne veulent pas la financer parce qu'ils considèrent qu'ils veulent plutôt envoyer des personnes suivre. Encore sur des compétences techniques. Exactement. Et du coup, ça donne le fil pour passer la parole à Philippe, parce que justement, donc on voit que peut-être là où on a encore du chemin à parcourir, c'est les postures. Et donc, tu vas nous parler des postures. Voilà, donc j'évoquais ça avec les hard skills, les medium skills et les soft skills, donc les postures. Enfin, en tout cas, c'est juste un point de vue. Hein. Moi, je détiens absolument aucune vérité à 58 ans, le 6 octobre. Un peu d'intimité dans la relation, quand même. On partage le pain, non ? Bon. Dans ces soft skills, c'est la posture. Et à la lecture de l'article qui est un très très bon article, vraiment très bon. Mais je dis pas ça par... Non, par flagornerie, non, absolument. mais tout à fait. On est tous d'accord. Et en fait, le métier d'accompagnateur, il est absolument pas ubérisable. On a imaginé iRobot, même avec des sentiments, avec l'intelligence artificielle, on peut même traduire des émotions. Enfin, donc on peut creuser tout ce qu'on veut, c'est un métier qui n'est pas ubérisable. Peut-être que des fractions de ce métier sont ubérisables. Peut-être que des fractions de ce métier sont optimisables. Mais la posture, les soft skills, c'est un truc qui est très très difficilement ou ubérisable, ou scalable, ou fractionnable. Et pour autant, on l'évoquait bien évidemment, on a des exigences quantitatives. Et c'est légitime, moi je les accepte complètement vis-à-vis de mes financeurs. Par contre, on a refusé de tomber dans le piège de la productivité quantitative. Et donc, pour pouvoir aller vers la productivité qualitative personnalisée, ce qu'il fallait développer, enfin en tout cas c'était notre point de vue, c'était les soft skills. Et donc dans les postures, on s'est aperçu, les postures font partie du mouton à 5 pattes, hein, c'est la 5e patte du mouton, mais dans ces soft skills, on s'est aperçu qu'en plus on devait être girouette. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une posture type. J'ai ma posture d'accompagnant, donc il y a une masterclass sur le sujet, hein, sur les postures d'accompagnant, comment gérer son way, who are you. On verra ça pour ceux qui suivent cette masterclass tout à l'heure, en détail. Et dans cette posture d'accompagnant, en fait, on s'aperçoit que le projet évolue, donc la girouette se met en route, que les secteurs d'activité auxquels on est confronté évoluent, donc la girouette se met en route, que la posture de mon accompagné évolue. Tiens, il n'est pas en bonne forme aujourd'hui, mon accompagné. Oh là là, il est en résistance, là. Il est dans le déni. Ouh là là, il est en train de se frotter avec son associé, là. Ils ne sont pas d'accord sur la répartition du capital. L'un, il dit, il fait toute la production, il veut 90% des parts. L'autre dit, non, mais je t'apporte le marketing, la distribution, la communication et les clients, ça vaut plus que 10%. Ouais, moi, j'étais confronté à ça hier. Voilà. Donc, vous voyez, donc tout ça, vous êtes en face de ça, vous devenez facilitateur, médiateur, et tout ça avec des compétences un petit peu
que vous n'avez pas. Moi, j'ai eu aucune formation de psychologue, ni mes chargés d'affaires, mais on les développe par du bon sens, par de l'échange, etc. Voilà. Donc ces soft skills vont être de plus en plus importantes, c'est cet effet girouette, et on doit adapter notre posture au projet et surtout aux porteurs de projet. Donc vous verrez, il y a 8 postures qu'on a identifiées, hein, et on va les monter plus ou moins en puissance en fonction de l'état d'avancée du projet ou de l'état d'avancée de la psychologie du porteur de projet. On a été confronté pendant la crise sanitaire à des baisses de motivation. Voilà. Et là, le compagnon, c'est celui qui partage le pain. Et donc quand je partage le pain, je dois partager la hausse de motivation. Et ça, c'est pas inscrit dans la fiche de poste. Aucun des chargés d'affaires chez moi n'a une fiche de poste qui dit « Attention, porteur de projet ». Tu as une fiche de poste, d'ailleurs, il y a marqué, tu l'évoquais tout à l'heure, on met quand même beaucoup de hard skills. Hein. Maîtriser le plan de financement, le compte d'exploitation prévisionnel, les soins intermédiaires de gestion, voilà, le business plan, le Lean Canva, le BMC, voilà. Bon, on a aussi des soft skills un petit peu. On dit il doit être sympa, empathique, aime travailler en équipe. En fait, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Voilà. Et ça, il faut les développer aussi par du bon sens. Alors dans ces soft skills, il y a le technicien. Ça, c'est quelque chose qui est les conseillers techniques, on les a depuis toujours. Il y a bien entendu le businessman. Donc vous avez une partie de vous est un businessman, c'est-à-dire orienté sur tout simplement la réussite économique du projet, que c'est quand même très important. Enfin, nous, dans l'innovation sociale et environnementale, c'est très important. Il y a une partie d'intégrateur. Si je prends le cas, par exemple, de l'incubateur de la SAT, il y a un gros métier d'intégration. Mettre en relation avec le bon labo, mettre en relation avec les bons experts dans le métier d'intégration, mettre en relation avec les bons financements et les bons financeurs. Tout de suite, j'ai été voir la BPI, hein, t'as remarqué. Hein. Bon, il y a la région d'abord. Non, je rigole. Les deux sont très bien, bien évidemment. Bon, mettre en relation avec les bons dispositifs. Voilà, tout ça, c'est un métier d'intégration, finalement. Il y a le métier dans les fonctions relationnelles. Il y a le métier d'écoute, d'empathie, de maïotique. La maïotique, on a identifié, par exemple, que c'était un point... Il n'y a pas de cours de maïotique. Hein. Donc, provoquer des itérations chez un porteur de projet, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire être en capacité de gérer son humilité. Et moi, j'appelle ça le syndrome Raoul et Ginette. Alors, le chargé d'affaires Raoul et Ginette, est-ce qu'il y en a parmi vous? Bien sûr. Ouais, Raoul et Ginette, c'est celui qui sait tout. Voilà, donc, et puis, à un moment donné, moi, je les vois dans les jurys, ils disent « Oh non, ça, c'est pas innovant. Ah non, ça, jamais le businessman tiendra la route. » Puis on fait comme ça, là, puis comme on a un peu de bouteille, les gens disent « Bon, ok, attends. La BPI a dit que c'était pas innovant. » Moi, je rigole, hein. Oh, si, je l'ai vécu. Donc, je vais dire, je vais passer pour... Non, c'est pas innovant du tout, ce truc-là. Tout est filmé, attention. Il n'y a pas de discriminant. Non, mais si on ne met pas un peu d'humour, on n'y arrivera pas. Ah, bon, t'as raison. Bien évidemment que j'adore la BPI. Mais c'est vrai. Qui a rigolé dans la salle? Ne lui faites pas dire ce qu'il n'a pas dit. Oui. Moi aussi. Et alors nous, n'en parlons pas. Les trois compères, c'est une vraie histoire d'amour, en fait. Ben oui, voilà. C'est ça. Allez, on t'a interrompu. Bon. Donc, alors, concernant cette question sur le fléchage, donc la maïotique, c'est la capacité finalement, même si je détiens une vérité, à me taire. Et parfois, en tant qu'accompagnateur, je détiens une vérité et je dis au porteur de projet, non, il faut que tu fasses ça. Et je suis convaincu à 2000% qu'il faut qu'il fasse ça. En fait, il ne faut pas que je le formule comme ça. Enfin, en tout cas, nous, c'est notre point de vue. Il faut que lui-même s'approprie sa propre formulation. Donc, je vais le questionner jusqu'à l'amener à ce qu'il se convainque et qu'il exprime lui-même l'endroit où il doit aller. Et en fait, comme je suis en productivité qualitative personnalisée, en termes de productivité, je dis, ça fait une demi-heure là, qui me cause le bazar, là, je comprends que là, ce qu'il me raconte, on va synthétiser le truc, quoi. Donc, si je comprends bien, tu veux faire ça. C'est ça, hein, tu veux faire. Hein. Voilà, il ne me l'a pas exprimé, quoi. Alors, il va me dire à un moment, il va me dire oui, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'il veut faire, parce que bon, il veut mettre fin à l'entretien, ça va pas bien se passer. Et donc, pour faire de la productivité qualitative personnalisée, parce que la question financière est importante, hein, du financement de l'accompagnement, je dois être un super pro sur les soft skills. C'est-à-dire que je dois être pro. C'est-à-dire pour être efficace. Parce que je ne vais pas faire une thèse de 3e cycle à chaque entretien avec un accompagné, sinon ça va coûter très cher. Voilà. Donc voilà. Et puis la partie transformationnelle que j'évoquais, donc également, ça c'est quelque chose qui n'est pas évident. Hein. Faire changer, amener quelqu'un dans la voie du changement, et moi je le vis dans Alter Incube et dans Alter Venture, c'est pire parce que ce sont des entreprises, certaines ont 200 salariés. Les amener dans la voie du changement, ça ne se fait pas comme ça. Oui. Donc, et là, on a des choses que vous voyez sur les autres ateliers, sur l'intelligence collective. Il y a plein de choses sur le rôle de facilitateur qui rentrent en jeu. Voilà. Okay.
Ben, merci beaucoup. Alors, j'avais dit qu'il y avait des Raoul et Ginette, mais non, pas du tout. Je ne savais pas ce que tu allais dire. On n'en a pas des comme ça. Ici, à Procréa, ils sont tous en vie de... Voilà. Ils sont bien sûr dans l'ouverture et dans la... Et de temps en temps, je fais mon Raoul, hein. Moi, je l'avoue. On a tous été Raoul, oui, bien sûr. Donc, merci, messieurs. Vous nous avez montré votre vision. Vous nous avez exprimé les enjeux qui vous paraissaient les plus importants aujourd'hui. Maintenant, je voudrais qu'on fasse un dernier tour de table sur ce en quoi vous croyez, l'avenir, en fait, vers où on va. Qu'est-ce qui vous paraît important en termes d'outils ou de pratiques à développer sur cette thématique? Frédéric, à toi. Je vais revenir en fait sur quelque chose. Alors, je vais prendre ma casquette de président de l'Union régionale des couveuses ou d'administrateur national et je vais parler tout simplement du test d'activité. J'allais dire, il n'y a rien de nouveau, mais à la fois tout est nouveau. Rien de nouveau parce que le test d'activité existe depuis 2003 et la loi Dutreil, via la mise en place du CAP, le contrat d'appui au projet d'entreprise, donc qui est un contrat qui permet à un porteur de projet pendant 36 mois de lancer, de tester son activité, puis surtout de se tester lui ou elle en tant que futur chef d'entreprise. Donc rien de nouveau, et à la fois tout est nouveau parce que ce contrat, on s'aperçoit quand même tous les jours qu'il est très mal connu du grand public, très mal connu parfois des opérateurs, alors pas les opérateurs historiques, mais les opérateurs prescripteurs, on va dire, les grands prescripteurs. Et on est convaincu de la puissance de ce contrat parce qu'il repose sur une idée simple qui est la confrontation au réel et l'apprentissage in situ. Et on a retrouvé, on a validé au cours de notre expérience cette puissance de confrontation au réel et d'apprentissage dans différentes mouvances de la littérature en entrepreneuriat. Il y a 10 ans, quand le réseau découvre, via les travaux de Philippe Zilberzan, qui se fait l'écho de Sarah Sarasvati, l'effectuation, on se découvre un peu comme les Monsieur Jourdain de l'entrepreneuriat ou de l'effectuation, puisqu'on se dit, mais ce qu'on fait depuis des années, c'est de l'effectuation, c'est-à-dire on part de ce qu'on a, on construit le futur d'aujourd'hui à demain, et on accompagne les porteurs et porteuses de projets dans une logique effectuelle. Et donc on se dit, tiens, là, ce qu'on fait, la puissance de la confrontation au terrain et cette simplicité d'accompagnement, on la retrouve dans l'effectuation. Un peu plus tard, on la retrouve dans d'autres choses avec on a parlé d'itération et effectivement le parcours avec un cap. Alors je fais exprès de dire avec un cap, comme ça j'englobe à la fois tous mes collègues couveuses et puis les coopératives d'activité d'emploi avec qui nous travaillons beaucoup. Donc le parcours itératif, c'est ce parcours qui fait qu'on réfléchit sur son projet avec un conseiller, avec un accompagnateur, et puis on va confronter le projet. Et de cette confrontation, on en crée des situations de gestion et des situations d'apprentissage. Là, c'est très riche et effectivement, on retrouve ces boucles d'apprentissage courtes pour ceux qui connaissent dans Lean Startup. Et donc là, une deuxième validation où on se dit, tiens, notre métier, il est validé aussi dans des ouvrages de référence qui traitent plutôt d'ailleurs d'innovation. Lean Startup, c'est pas, comment dire, c'est plutôt sur l'innovation. Et donc, boucle d'apprentissage et parcours itératif qu'on retrouve grâce au test. Parler du test d'entreprise, c'est forcément parler de temporalité d'accompagnement. 36 mois, c'est l'un des contrats les plus longs pour pouvoir accompagner. Et c'est, j'allais dire, c'est un cadeau empoisonné. Et je vais expliquer pourquoi. Avoir du temps, se lancer dans un projet d'entreprise, c'est une expérience transitionnelle de changement. Donc ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Je ne crois pas aux gens qui sont frappés par la foudre du jour au lendemain et qui n'étaient pas entrepreneurs et le deviennent. Et donc il faut du temps pour se transformer, pour prendre les habits. 36 mois, ça permet de travailler vraiment sur différentes phases et donc d'avoir à la fois des périodes d'incubation, de lancement, et pour ceux qui marchent le mieux, des périodes où ils seront vraiment proches de leur vitesse de croisière d'entrepreneurs en création. Mais cadeau empoisonné, parce qu'un peu comme un vieux couple, quand on passe 36 mois avec un porteur de projet, il faut savoir encore le surprendre au bout de la 2e année ou de la 3e année. Il faut créer des ruptures et il faut qu'à chaque fois, le porteur de projet ou qui devient entrepreneur puisse trouver dans son accompagnement toute la valeur ajoutée qui lui permet de franchir des paliers et de changer. Et là, je rejoins Philippe, effectivement, pendant 36 mois, on peut avoir des porteurs de projets qui ont certains besoins au démarrage, donc il va falloir adopter une certaine posture, et puis qui vont changer, et toute la richesse de l'accompagnement et de l'accompagnateur, c'est de percevoir que il va falloir modifier sa posture, bien qu'on soit avec la même personne, parce que les besoins ont changé, parce que la situation n'est plus la même, et donc là, on fait dans la dentelle, et je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit
tout ce qu'a dit Philippe. Donc cadeau empoisonné, avoir du temps pour accompagner, c'est vraiment une richesse, parce qu'on voit les gens changer, parce qu'on voit les gens faire, selon l'expression consacrée, leur pivot, une fois, deux fois. C'est-à-dire ils ont pensé un projet carré, et puis ils le confrontent au réel, et le réel lui dit, mais écoute, moi j'ai besoin d'un truc rond. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Et donc là, le parcours itératif se met en place, et on peut accompagner le projet et le porteur dans son changement. Et le faire pivoter plusieurs fois. Donc parler du test, c'est parler aussi de cette temporalité de l'accompagnement. Évidemment, quand on voit un porteur de projet 2 fois, on peut tout donner, et le porteur de projet peut se dire, tiens, je suis dans un rapport qualité-prix tout à fait, j'ai eu mes 2 fois 2 heures. Quand on le voit une fois tous les 15 jours pendant 3 ans, voilà, il faut envoyer un parcours d'accompagnement qui soit évolutif, qui soit disruptif à des moments, qui change des rythmes, qui s'adapte. Bon, une vraie complexité. Et donc, je reviens sur la complexité d'avoir le collaborateur ou la collaboratrice qui va pouvoir s'adapter tout au long de son parcours à ces changements-là. Et puis, un dernier point, pour garder du temps pour les questions s'il y en a. Oui, non, mais je gère encore. Hein. Ça va. On est dans les... Un dernier point. Notre métier là, du test et de l'apprentissage in situ, il est aussi, il rencontre en fait ce qui se passe depuis 2-3 ans sur la FEST, les actions de formation en situation de travail. Et donc j'invite mes collègues conseillers ou directeurs de structure à aller voir ce qui se passe du côté de la FEST. AFEST. AFEST, action de formation en situation de travail, et notamment l'idée que cette nouvelle voie ou cette nouvelle formule de la formation, de l'accompagnement professionnel peut être tirée vers la création d'entreprise, et notamment vers la création d'entreprise, plus particulièrement, on en est convaincu, sur des dispositifs couveuses ou coopératives. Pourquoi? Parce qu'on retrouve des similitudes entre la FEST qui préconise des parcours itératifs, là aussi, je réfléchis, je confronte au réel, je reviens, je fais ma boucle d'apprentissage, pour être caricatural, un peu schématique, et donc une espèce de symétrie entre la FEST et les parcours proposés par les coopératives ou les couveuses. Et donc je vous invite à aller voir les travaux, alors rendons à César ce qui lui appartient, les travaux de Laurent Duclos de la DGEFP. Et dans ce travail-là, le zoom qu'a fait Solveig Grimaud, qui a interrogé justement un certain nombre de réseaux d'accompagnement à la création d'entreprise, et qui fait du coup le parallèle avec la FEST. Évidemment, si vous êtes responsable de structure, vous avez fait les liens aussi avec des possibilités d'ingénierie financière peut-être nouvelles aussi, ça en fait partie. Et donc il y a là aussi une validation de la puissance d'apprentissage par la confrontation au réel, par le terrain, et qui valide ce dont on est convaincu depuis des années. Et pour ceux qui voudraient les références complètes de ce travail sur la FEST, à votre disposition pour l'envoyer en fin de séance. D'accord, ok. Ou si tu nous les donnes, on les mettra éventuellement en lien sur le PowerPoint. Ils téléchargeront votre super dessin. Merci. Et alors moi, c'est juste là pour la parenthèse, c'est qu'on constate avec la FEST que l'État revient dans les dispositifs de soutien à l'accompagnement dont il s'était retiré. Oui, c'est aussi un peu ça. Ça peut être une analyse aussi. C'était le retour de l'État sur la création d'entreprise. C'est intéressant de voir les évolutions. C'est intéressant comment la DGEFP, notamment, reprend la main sur ces questions-là et continue à reprendre la main avec les appels. Du coup, dans la foulée, à enfoncer un peu le clou avec les appels à projets insertion par l'activité économique et création d'entreprise, auxquels un certain nombre de grands réseaux ont répondu. Ils sont lauréats. Ok. Merci. Alors maintenant, je vais redonner la parole à Michel. Donc, je reviens. Il faut qu'on se serve de ta casquette et de ton savoir-faire. Donc, toi, en termes d'éléments importants, tu nous as cité la certification. Et on y croit tous, si on va travailler sur une charte. En fait, on s'est rendu compte au contact des professionnels de l'accompagnement qui avaient une double volonté. D'un côté, d'un point de vue individuel, pour les collaborateurs qui ne sont pas forcément valorisés, en tout cas d'un point de vue du collaborateur, suffisamment valorisés en tant que spécialistes et pouvoir justifier de leurs compétences peut-être
auprès d'autres structures. La notion de certification est souvent un sujet qui est central dans les interrogations que l'on a des professionnels qui souhaitent se former. Est-ce que nos formations sont certifiantes? Et donc, on a un produit que l'on a développé depuis 2019 qui est en fait un cursus certifiant de 25 jours. Sauf que on s'est très vite rendu compte que 25 jours pour des collaborateurs qui travaillent déjà plus qu'il ne faut dans leur structure, 25 jours c'est impossible, et puis leur structure ne voulait pas les voir partir. Ce qui fait que on a eu l'idée de sortir un nouveau produit qui sera proposé dès le mois d'octobre, donc dès le mois prochain, qui permettra aux professionnels qui ont 2 ans d'activité de se positionner vis-à-vis du certificat de conseil en création d'entreprise que l'on a déposé au répertoire spécifique. Par un système d'un bilan d'autopositionnement, une sorte d'enquête en ligne, assez longue, avec un échange avec nous, permettra de voir sur quelles compétences vous avez déjà acquises grâce à votre longue expérience ces compétences, et voir quelles sont les compétences sur lesquelles il reste encore à muscler. Et donc, à la suite de ce bilan d'autopositionnement, il sera possible soit d'une dispense totale de formation et pouvoir se positionner devant les membres du jury pour passer la certification, soit partielle, et donc on proposera un parcours individuel de formation. Donc c'est quelque chose qui a été demandé par les structures d'accompagnement, mais aussi les professionnels de l'accompagnement, et qui sera mis en place là, dans les semaines qui viennent. Donc là aussi, je partagerai toute la documentation sur ce point-là. On va communiquer également. Alors pourquoi proposer cela? Ça répond à un besoin du collaborateur, mais de plus en plus, les structures qui se positionnent sur du financement public doivent justifier également de la grande qualité des personnes qui accompagnent les porteurs de projets. Et donc, cette certification pourrait cocher aussi cette case de l'autre côté. Ouais. Ça ne comprendra pas encore peut-être toutes les évolutions qu'on attend du collaborateur, mais progressivement, vous les intégrez. C'est ce que j'allais rajouter quand on parle de référentiel de l'accompagnant. Référentiel de compétences, référentiel métier, mais comme on l'a dit tout à l'heure, le porteur de projet a des besoins, et en face, l'accompagnant a une multitude de métiers. Donc nous, on n'a pas alors on a une volonté, mais on n'a pas l'ensemble des compétences que l'on peut quelque part valider, mais en tout cas, on peut partir sur un tronc commun à l'ensemble des métiers. Ensuite, on pourra le faire évoluer avec d'autres bonnes volontés et d'autres forces vives, bien entendu. Ok. Merci pour ces éléments qui nous projettent aussi vers l'avenir. Alors, Philippe, toi, quand on avait fait la préparation, parmi les choses qui te paraissent les plus importantes pour l'avenir, c'est tout ce qui concerne le collectif, que ce soit l'accompagnement collectif ou l'accompagnement d'un collectif. Alors vas-y, je te laisse parler de ça. C'est un zoom parmi d'autres. Voilà. C'est ça, mais on a fait des choix, on a dit... Et c'est vrai que quand on fait le référentiel des habiletés, accompagner un porteur de projet individuel ou accompagner un collectif projet, donc une équipe d'associés par exemple, voilà, ou un collectif, on peut accompagner un projet avec des collèges, avec des collectivités locales, des entrepreneurs, voilà. On s'est aperçu que ça ne faisait pas appel aux mêmes habiletés, aux mêmes compétences. Et pourquoi le collectif c'est important? Parce que même dans une CAE, même dans une BGE, même si je fais plutôt de l'accompagnement individuel avec des référents, en fait, les gens viennent chercher dans ces structures, mais tu m'arrêtes si je dis une bêtise, aussi du collectif, aussi une vie de groupe. Et c'est quelque chose qui a été bien remonté par le rapport de 2019 sur cette question où tout le monde se disait, oui, enfin, il commence à nous embêter avec accompagner, c'est boire des bières... les after-work. Bio. Oui, maintenant plus. Ou non. Accompagner, c'est du fun, c'est de la gamification du bazar et tout ça, quoi. Bref, en fait, derrière tout ça, il y a peut-être
une autre réponse, et vous le voyez quand vous êtes confronté à vos porteurs de projet, c'est que l'aventure entrepreneuriale, c'est une exposition au risque. On aura du mal à dire le contraire. Et donc, si on n'a pas un peu de sens, d'envie et de plaisir, bon, il faut être un peu maso, quoi. Donc moi, je comprends ces porteurs de projets-là. Et donc, sans aller dans la caricature de la gamification, eh bien, on prend plus de plaisir. Je ne sais pas comment le dire. Personne n'interprète maladroitement mon propos, s'il vous plaît. On prend plus de plaisir à plusieurs que tout seul. C'est une évidence. En plus, non, je crois que c'est écrit en plus dans le rapport. Oui. Non, mais cherche pas, te justifie pas. Allez, continue. Voilà, je suis sauvé. Tout le monde a compris de quoi on parlait. Il n'y a pas de problème. Et effectivement, on s'est aperçu, mais au-delà de ça, il y a de vrais, en fait, ça fait partie des compétences, des habiletés intégrationnelles. Quand je mets en place de l'accompagnement collectif ou de l'accompagnement d'un collectif, bon, je parlais de l'accompagnement collectif, je mets ensemble des personnes avec des relations de pair à pair. Nous, on fait de moins en moins de journées collectives, on fait de plus en plus d'ateliers regards croisés. Voilà. Dans ces ateliers regards croisés, par exemple, eh bien, plutôt que nous intervenir avec un consultant lambda, parfois on fait intervenir quelqu'un de la BPI, un banquier, voilà. Et en fait, on va parler de choses très concrètes et avec de l'échange. Alors, ça ne sera pas que du descendant. Et ils vont aussi échanger entre eux. Et vous allez voir très rapidement, ils vont échanger sur des choses parfois techniques, de l'univers du transactionnel, mais parfois de l'intégrationnel. Comment tu pourrais me mettre en réseau? Tu connais un tel dans l'écosystème qui permet d'eux. Sur du relationnel, j'ai une baisse de morale, j'aimerais en parler avec toi. Il ne va pas forcément en parler tout le temps avec son conseiller. Hein. Et donc c'est aussi une façon, ces effets miroirs, cette gestion des effets miroirs collectifs, de créer du plaisir, de l'envie, de sécuriser émotionnellement le porteur de projet. Donc c'est quelque chose à prendre en considération. Ça, c'est pour l'accompagnement collectif, donc je pense qu'il est très important. Il ne peut pas se résoudre demain à une digitalisation outrancière nécessaire, parce que fractionnable et ubérisable et scalable. Mais voilà, on ne peut pas faire de l'accompagnement collectif qu'avec des MOOC et des visios à 300 personnes. Enfin, même si, des fois, c'est intéressant de le faire. Hein. Nous, on en fait. Hein, voilà. Enfin, faut équilibrer le truc, quoi. Je disais quoi, moi? Je parle beaucoup, mais... Raoul est toujours sur le collectif. Raoul est parti en orbite. Oui, donc je termine sur l'accompagnement. Donc là, c'était collectif. Et l'accompagnement du collectif, ça arrive dans pas mal de vos porteurs de projets qui créent des SAS, donc qui créent des entreprises pluripersonnelles. Et donc, quand je crée une entreprise unipersonnelle, il y a une façon de les accompagner sur l'aspect émotionnel qui peut être différente, voire sur l'aspect juridique, hein, technique, hein, bien évidemment. Et quand je crée une entreprise pluripersonnelle, hein, une SAS, enfin, peu importe, il y a d'autres compétences qui rentrent en ligne de considération, qui ne sont pas que juridiques, qui sont aussi humaines. Donc, c'est se faire rencontrer les gens, comprendre les relations entre les associés. Et parfois, on se dit, oh là là, il ne faut pas trop rentrer dedans. Si je commence la main dedans, je risque de prendre parti pour tel ou tel associé. Alors là, les ennuis commencent. Je risque de donner un point de vue qui influence la vision de l'équipe. Et donc, je dois développer des compétences en fait, d'écoute active pour tout simplement me dire, j'aimerais bien qu'ils se parlent mieux, qu'ils se comprennent mieux et qu'ils s'écoutent mieux. Okay. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Mais du coup, il y avait quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est aujourd'hui... On comprend bien, mais on a des conseillers qui sont formés ou en passe de l'être, qui sont de toute façon dans des parcours, dans des structures, etc. Et on a aussi donc on a l'accompagnement collectif des porteurs de projets entre eux, tout ce qui peut se passer au travers des groupes, mais l'accompagnement par des non-professionnels. Moi, je voudrais qu'on parle un petit peu de mentors. Donc, est-ce que il y a pas, on parle de posture, de compétences. On est tous confrontés à ça aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'éventuellement on peut travailler avec des mentors et comment faire en sorte que soit pas comment dire celui qui dit voilà, moi j'ai fait ça, donc mon petit gars c'est toi qui dois faire ça. Je pense qu'il faut ça fait partie des choses qu'on doit intégrer aujourd'hui. Oui. Alors, je peux évoquer le sujet, parce que dans le programme Alterventure, on a du mentorat entrepreneurial, qu'on a fait à partir des expériences de France Mentorat, donc on évite de réinventer l'eau chaude. Il a bien fallu nous distinguer dans notre parcours d'accélération qu'est-ce qui était du ressort des hard skills, des medium skills et des soft skills. Et donc c'est bien sur cette question, le mentorat, nous on intervient beaucoup sur les questions de posture.
posture par parcours d'expérience. Toujours posture. Voilà. En fait, un mentor, c'est pas le service SVP. Hein. Voilà. Dis-moi sur le plan fiscal comment je peux faire pour... voilà. C'est pas son sujet, d'une manière générale. Il peut traiter le sujet, éventuellement. Il n'est pas non plus uniquement là pour ouvrir son carnet d'adresse et dire « Tiens, je vais te trouver des clients. » Il n'est pas là pour dire « Non, c'est comme ça que tu devrais te faire accompagner, sinon il va se fâcher avec moi. » Par contre, il a un apport énorme sur sa courbe d'expérience, sur les postures, sur la compréhension de l'autre. Et effectivement, dans sa posture, il doit aussi développer des compétences d'humilité, enfin des postures d'humilité, pour être, même si lui, il a réussi, il fait un taux de marge de 42%, il a créé 12 boîtes, c'est pas pour autant qu'il doit avoir une relation, comme on parlait du sachant et de l'apprenant, de dominant à dominé. Hein. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc c'est vraiment le mentorat. Enfin, à un autre niveau, c'est une relation d'égal à égal. Sinon, on ne fait pas la convention de mentorat. On les fait rencontrer. Il faut qu'il y ait le courant qui passe. Alors un exemple très concret, on a mis en sommeil notre mentorat pendant la crise sanitaire. Parce qu'on ne croit pas beaucoup à une grosse efficacité du mentorat à distance. On croit, il faut qu'il y ait des... C'est bizarre ce que je vais vous dire, hein. Il faut qu'il y ait des fluides humains qui passent entre les individus. Décidément, Philippe, tu es dans un registre aujourd'hui. Hein. Bien, bien. Non, mais c'est bon, on a compris le sens. Dans une relation interpersonnelle, il se passe aussi un contact visuel, des regards. Bien et sûr. nous, nos mentorats qui ont réussi, c'est parce que ça a matché entre deux chefs d'entreprise. Excusez-moi, c'était facile. Et je donnais un exemple très concret, et parce que ça a matché, moi j'ai un chef d'entreprise, son job c'était pas du tout d'ouvrir son carnet d'adresse, mais il a été bien plus loin que l'ouverture de son carnet d'adresse, bien plus loin. Il a accompagné mon entreprise à sa direction internationale, mais tout ça gratuitement, bénévolement, parce que dans l'équipe projet, il y avait du sens, il y avait de l'envie, il y avait une équipe dynamique, voilà. Et donc, et il n'a jamais eu une relation de dominant, alors que sur le papier, il pourrait l'être sans aucun problème. Mais il n'a pas eu cette posture. Frédéric, tu voulais intervenir? Oui, pour avoir beaucoup travaillé dans le passé avec des mentors ou des bénévoles aussi, on peut les appeler comme ça. Il ne suffit pas d'avoir créé une entreprise et réussi pour être un bon accompagnateur. J'ai vu des accompagnateurs qui n'avaient jamais créé d'entreprise et qui étaient de meilleurs accompagnateurs que des chefs d'entreprise qui avaient réussi et qui n'arrivaient pas à accompagner parce qu'ils étaient là et ils disaient aux porteurs de projet, ben voilà comme j'ai fait, et il faut me rejoindre, et il faut, sans aller chercher la personne où elle est, et avec toute la complexité qu'on vient de dire. C'est pas pour ça qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Le mentorat est une ressource intéressante, et vraiment très intéressante, et quand elle est une ressource dans une pluralité de ressources au service d'un référent qui est l'accompagnateur. Et c'est dans ce sens-là qu'on s'est engagé récemment avec la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, qui a mis en place un outil qui s'appelle le Hub du mentorat, et dans lequel, en complément de notre accompagnement, on peut aller chercher à un moment donné dans le parcours un mentor qui va matcher ou pas avec un des porteurs de projet. Mais donc là, on a une ressource à disposition dans l'écosystème pour créer, ce que je disais à un moment donné, cette rupture d'accompagnement, ce changement de rythme, une vision différente, parce qu'on a besoin d'une vision différente, parce qu'on sent qu'à un moment donné, on a beau essayer de créer la maïotique, ça passe pas, il y a quelque chose qui se déclenche pas, et peut-être un regard différent, avec une expérience et une légitimité différente, peut justement déclencher ces étincelles. Mais souvent, la difficulté, c'est effectivement pour les mentors d'être dans une approche un peu stéréotypée. Et effectivement, quand on rencontre 30 personnes, il y en a peut-être il y en a 10 pour lesquelles ça va marcher, voilà. Bon, il y en a 20 pour lesquelles on passe à côté, quoi. Ok. Donc, Michel, donc du coup, oui, et après on s'arrête. Ça sera très court. Je pense que de toute façon, entre accompagnants, il n'y a pas d'opposition, mais une complémentarité. Quand un porteur de projet, pour certains messages, il sera plus réceptif dans une relation de pair à pair. Parce que justement, il y aura un vécu, il y aura une expérience qui pourra être, transmise. Et un conseiller aura beau dire la même chose, n'aura pas la même, résonance. Ouais. Et donc, on peut être, dans ce cas-là, dans une complémentarité qui est très efficace. Oui. Faut-il que les rôles soient bien définis dès le départ. Donc, c'est un outil qu'on va mettre dans la boîte, mais qu'il va falloir quand même accompagner. Et donc, c'est aussi une des compétences nouvelles que doivent avoir les conseillers, c'est de travailler avec des mentors pour bien leur montrer quel type de posture. On en reste là. Merci beaucoup, messieurs. On peut les applaudir, parce que...
Ils vous ont dit des choses super intéressantes. Et maintenant, il nous reste une dizaine de minutes. Donc, place aux questions. Qui se lance ? On va donner celui-ci et puis vous partagerez celui-là. Merci. Bonjour, je suis Christophe Sellette, je travaille pour une CCI. Merci pour vos dessins, pour vos superbes dessins. C'est intéressant parce que la façon dont on les voit, nous, ça fait un peu comme un effet calque. C'est ça. Donc ça se surexpose l'un sur l'autre, quoi. C'était ça qu'on voulait. Un peu moins avec la boîte, je suis désolé. Mais bon, mais en tout cas, effectivement, ça peut être l'enrobage qui va autour de tout ça. Et donc, du coup, on voit aussi ce qui colle bien et puis les petites différences qu'il peut y avoir en matière de vision, quoi. C'est normal. Bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas. J'arrive à ma question. J'ai lu, moi, sur le net, que quelque part, un truc qui m'a, pour le coup, inspiré, qui dit qu'accompagnant, expert, mentor, finalement, l'important, c'était d'avoir quelqu'un en accompagnant qui inspire l'entrepreneur. J'ai trouvé que c'était assez intéressant, ce côté, finalement, inspiration. Et du coup, ma question, c'est un point qui n'a pas été abordé, là, dans vos propos, c'est le point de vue, les attentes, les besoins de l'entrepreneur lui-même. C'est comment on intègre finalement ce point de vue de l'entrepreneur dans l'évolution de notre posture. Ça me paraît fondamental parce qu'on parle tous de clients, quoi, entre guillemets, mais comment finalement faire changer notre posture si on en discute entre nous sans intégrer justement ce point de vue. Et donc, est-ce que vous avez des retours d'expérience, des choses sur la façon, enfin les uns et les autres, y compris vous, Marie-Hélène, sur la façon dont on a intégré finalement dans la co-construction de l'évolution de notre posture le point de vue des entrepreneurs dans notre métier. Philippe, peut-être aussi, parce que quand même avec. Il y a une partie de la question que oui, il y a eu un peu de bruit. Oui. Si je comprends bien, c'est comment nous on prépare des outils, des processus de formation-action sur nos postures, et est-ce qu'on a aussi co-construit nos postures, c'est ça, en demandant l'avis des porteurs de projets. Ça, voilà. C'est intéressant, ça, tiens. Je dirais indirectement oui, mais on n'a pas fait de séance de co-construction avec les porteurs de projets pour travailler sur les postures. C'est des remontées des chargés d'affaires, enfin de nos accompagnants, qui nous ont remonté, incubateur par incubateur, des témoignages de vraies situations dans lesquelles ils ont eu des problématiques d'adaptation de leur posture par rapport à tel ou tel comportement du porteur de projet. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on pourrait aussi se poser la question du porteur de projet qui pourrait exprimer, moi je souhaiterais que mon accompagnant puisse s'adapter à mon propre comportement, et je n'ai pas toujours la bonne posture en face de moi. Mais alors, pour répondre à ta question, pour notre part, non, on n'a pas travaillé sur du focus group avec des porteurs de projets, par exemple. Frédéric ? Oui, trois petits points. Un process d'évaluation dans la structure qui va à la rencontre du client, à la fois individuel et collectif. Et dans les questions qui sont posées, il y a un peu une question qui relève du bureau des rêves, c'est-à-dire comment on pourrait améliorer ou comment on pourrait faire un accompagnement idéal. Donc on pose la question et on en recueille de la matière. Le deuxième point, c'est tout simplement une place qui est réservée au conseil d'administration à un représentant de la communauté. Donc il est élu. Donc là, on a une nouvelle créatrice qui arrive et la condition, c'est qu'elle soit bénéficiaire d'un contrat, d'un CAP. Et sa mission, clairement, d'administratrice qu'on a définie ensemble, c'est d'être vraiment à l'interface entre la communauté et la stratégie de la structure et comment elle peut recueillir le besoin de la communauté pour nourrir la stratégie de la structure. Et troisième point, on prend un peu plus encore de hauteur de vue, c'est je participe, je suis membre du comité de rédaction de la revue Entreprendre et Innover. Et on a toujours veillé à être un terrain d'étude pour ceux qui voulaient bien l'être. Et hier, j'avais une discussion avec Caroline Verza, qui met en place un outil révolutionnaire que vous découvrirez peut-être ce matin ou cet après-midi sur les émotions. Et elle cherche des terrains pour pouvoir expérimenter cet outil. Et évidemment, je lui disais, tiens, Caroline, on pourrait imaginer, ou on pourra imaginer peut-être avec elle, de faire de notre structure un terrain d'expérimentation de son outil. Et du coup, d'avoir la prise en compte des besoins des entrepreneurs et d'améliorer nos pratiques d'accompagnement. Donc voilà trois petits points et trois pistes pour prendre en compte ce qui relève du design thinking avec nos clients, quoi. Pour être complémentaire, moi, les retours des personnes que je rencontre lors des formations, pour répondre à ce point particulier,
ceux qui sont le plus réactifs, c'est les structures où il y a un suivi réel des porteurs de projets qu'ils ont pu voir à un instant T. Parce que dans le suivi de ces porteurs de projets, ça peut être des coups de fil réguliers pour savoir où ils en sont, mais aussi découvrir pourquoi ils sont partis dans d'autres structures d'accompagnement, parce que peut-être que l'offre de service n'était pas adaptée aux besoins. Et donc, c'est toujours, quelque part, dans une vocation d'adaptabilité. Le conseiller, l'accompagnant est toujours à l'écoute, mais d'un point de vue plus global, il faut qu'il puisse y avoir une réaction des structures qui proposent des offres d'accompagnement qui ne sont pas forcément en calage avec le besoin du moment du porteur de projet. Comme elle évolue constamment, alors certains ont mis en place des suivis par des enquêtes régulières, d'autres utilisent les réseaux sociaux pour savoir ce que deviennent leurs porteurs de projet, de manière à savoir comment ils ont pu évoluer et qui les a accompagnés au final, et est-ce que ça a répondu à leurs attentes. Oui, mais attention entre attentes et besoins. Voilà. Et donc ça fait c'est d'un autre débat et on n'aura peut-être pas le temps, mais bon, ça a été déjà un petit peu exprimé entre attention au temps court et les modes. Voilà, on est sur retour vers le futur. Il y a des fondamentaux. Et quand on travaille, effectivement, quand on est à l'écoute, alors il y a des techniques sur les focus group, etc. Mais quand on est uniquement en réaction par qu'est-ce que vous voulez, les porteurs de projets, on ne va peut-être pas forcément répondre à ce qui serait véritablement nécessaire pour leur faire un parcours. Alors, je ne nous lance pas de... On ne sait pas nous à la place d'eux, mais quand même, en tant que professionnels de l'accompagnement, on a un certain nombre de choses à leur faire passer. Et si on les écoute, on va se retrouver peut-être dans le gaming tout le temps, parce que c'est ça qu'ils attendent à un moment donné en fonction. Et alors, donc, ça me permet de répondre à une question que j'ai eue hier de la part d'une de nos... qui sera une présentation d'outils et bonnes pratiques. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de porteurs de projet à Procréa pour nous faire le retour? Parce que vous les avez au quotidien, vous apprenez tous les jours au quotidien à leur côté, et que là, ce moment-ci, c'est entre nous, on va réfléchir à nos partages d'expérience. On sait que dans une relation d'accompagnement, forcément, on va la faire évoluer. Alors c'est plus difficile parfois d'intégrer dans des structures très institutionnalisées ou très institutionnelles, de changer comme ça du jour au lendemain. Le temps long, et ça aussi c'est le bénéfice de la recherche, c'est de permettre de tirer les enseignements. Donc oui, adaptons-nous, oui, écoutons les porteurs de projets, mais n'oublions pas un certain nombre de choses qui nous paraissent fondamentales. Une autre question ? Oula, parce que ça va falloir aller vite, parce que... tiens, je vais reprendre ce micro. Alors, dans l'ordre de... Et après, je prends les trois. Il y en avait 1, 2, 3. Relevez les bras. Oui, voilà. Juste une petite question. En fait, mon œil a fourché. Et intégrationnel, il avait lu intergénérationnel. Les fameux B, X, Y, on est tous le vieux con de quelqu'un. Au début, on est trop jeune, donc on n'est pas assez doué pour donner des conseils à des gens qui ont 10 ans ou 20 ans de plus et qui veulent créer leur boîte. Et nous, on est derrière, de l'autre côté, dans le bureau, et on n'a jamais pris le courage, jamais eu l'ambition d'être entrepreneur nous-mêmes. Donc, qui on est pour les conseiller? Après, on devient un peu plus vieux, et puis on dit... Ouais, elle est restée coincée dans son bureau, elle n'a jamais eu le courage de créer. Donc, qui est-elle pour me conseiller, etc. Les Y arrivent en force. Moi, je suis une X, mais j'ai pas leur valeur, même si j'ai des envies. J'étais un peu étonnée qu'on ne parle pas de l'intergénérationnalité et des valeurs et des attentes qui sont hyper différentes, et comment nous, on peut s'adapter par rapport à tout ça. Qui c'est qui se lance ? Philippe. Eh bien, en fait, dans la partie girouette, dans la posture girouette, je vais être aussi girouette en fonction des attendus générationnels. Par exemple, les questions sur le collectif, par exemple, la façon d'accompagner du collectif, de provoquer une relation de pair à pair, et justement pour justifier, de dire, moi je suis intégrationnel, je ne suis pas chef d'entreprise, mais je te mets en relation avec d'autres chefs d'entreprise ou avec d'autres porteurs de projets. Donc je fais mon boulot de passage de relais. Moi, je ne suis pas chercheur, mais je te mets en relation avec un labo qui bosse sur le sujet. Moi, chercheur, je vais me faire accompagner par un incubateur technologique. D'accord, oui, d'accord, mais tu n'es pas chercheur dans mon domaine. Moi, je travaille sur les molécules.
mais je te mets en relation avec le bon labo que je connais qui va te permettre de travailler avec toi. Donc c'est ce travail intégrationnel qui peut permettre de résoudre au moins une partie de la question, puisqu'on n'est pas légitime en tant que chef d'entreprise. Et Girouette également, parce que mon comportement et ma posture sera différent si j'ai un porteur de projet de 25 ans en face de moi, ou si j'ai un porteur serial entrepreneur de 50 ans en face de moi. Voilà. Et là, on verra. Il y a une masterclass pour ça. Bon, pour ceux qui y assistent, vous verrez comment vous pouvez faire tourner la roue de la posture, pas la roue de l'imposture. Attention au lapsus, merci. Oui, la roue de la posture. Ok, merci. Non, je vais prendre les autres questions et puis on verra si on peut. On en reparlera éventuellement. Merci. Merci pour les présentations. Donc, c'était très, très, très intéressant. Uniquement un petit témoignage, donc Monique Dupoux, Chambre de métier des Landes. Vous avez parlé de formation de coaching, le rôle d'un coach. Effectivement, notre métier a évolue toujours. Et nous sommes formés sur le coaching. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit le porteur de projet différemment. C'est son projet, ce n'est pas le nôtre. Donc, on leur apporte tout sur un plateau. Aujourd'hui, c'est à eux à chercher l'information. On leur donne des moyens. Donc, vous avez dit synthétiser, formuler, reformuler, synthétiser. Et bien, c'est notre jargon aujourd'hui quotidien, que nous n'avions pas il y a un an. Donc, formez-vous au coaching, effectivement, ça change la vie. Donc, la question maintenant, c'était pour Michel, hein, par rapport au bilan d'auto-positionnement. Donc, ça, c'est intéressant, hein, qui peut arriver à la certification. Est-ce que c'est financé par le CPF ? Alors oui, pour la partie formation, puisque c'est une certification qui est déposée au répertoire spécifique. D'accord, voilà, merci. Merci. Et la dernière question qui était par là. Voilà. Oui, bonjour, merci. Corinne Le Déroute, entreprendre au féminin Bretagne. Je suis déléguée générale. Moi, la question, le mouton à 5 pattes, c'est sûr que on le cherche tous dans tous les domaines, hein. Enfin voilà, pour avoir eu d'autres vies avant. Et par contre, je me pose la question, est-ce que ce mouton à 5 pattes, c'est pas l'équipe ? Et la notion d'équipe, et l'équipe interne, mais l'équipe externe aussi. Parce que, bon, voilà, nous, on travaille beaucoup avec BPI aussi sur le volet financement. Voilà, est-ce qu'il faut vraiment, et en matière de fidélisation, voilà, je m'interroge, donc c'était juste une... L'importance du réseau, oui, effectivement, et des collectifs, voilà, mais effectivement, je crois que peut-être tu complètes ça, et puis éventuellement, ça permet de répondre au reste. Je ne sais pas s'il y a une autre réponse que oui. Oui, à la oui, fois... voilà, oui. Mais bien que ça soit oui, il y a quand même une évolution forte et une pression forte sur le conseiller et sur son côté. Dire, bien qu'on soit dans un écosystème où on va pouvoir aller puiser des ressources et chercher des ressources, on voit quand même que le conseiller intègre de plus en plus de compétences et de choses et devient ce déchiffreur de complexité, quoi. Il y avait une question sur qui est offreur, qui est demandeur. On n'impose à personne de venir dans une structure. Donc de plus en plus aujourd'hui, venir dans une structure, c'est un choix délibéré des entrepreneurs. Et en plus, comme le dit Michel, c'est un choix payant. Donc venir dans une structure, c'est un choix que je fais parce qu'il y a une rencontre qui se fait avec un accompagnateur, un conseiller, et parce que j'ai senti qu'il y avait une source d'opportunité pour moi. C'est-à-dire comment l'accompagnateur ou l'accompagnatrice est une source d'opportunité, de valeur ajoutée, et donc je le choisis. Et là, il y a quelque chose qui s'inverse ces dernières années où voilà un rapport de force, je disais tout à l'heure, qui s'inverse, où les gens choisissent aujourd'hui. Un exemple, sur Marseille, on est 15 structures, je crois, à faire du CAP. Donc vous avez des gens qui ont vu une structure le lundi, une autre le mardi, une autre le mercredi, et puis le vendredi, ils vous choisissent. Et donc c'est pour ça qu'il faut à la fois travailler l'attractivité, enfin le conseiller est un élément de l'attractivité de la structure, et la structure après aussi travaille son attractivité globale par l'écosystème qu'elle propose et les ressources multiples qu'elle propose. Et donc sur de l'intergénérationnel, il y a une association à Paris qui devait venir l'année dernière, enfin il y a 2 ans à Procréa, et qui au dernier moment, la personne avait été malade, n'était pas venue, un outil bonne pratique. Ils cherchaient éventuellement des relais en région. Et je cherche le nom. Ils font pardon ? Tigre, c'est ça, tout à fait. Et donc en fait, ils essayent de faire du matching entre 2 générations, un porteur de projet. Et le porteur de projet n'est pas forcément le jeune, hein. Ça peut être effectivement un senior
qu'il est important de mettre en relation avec... Alors là, ils sont plus dans la recherche d'associés ou de complémentarité d'équipe. Mais en fait, c'est intéressant, effectivement, d'aborder aussi cet aspect. Mais là, encore une fois, dans l'adaptation. Voilà, mais on a un gros programme qui vous attend. Donc, on a pris 5 minutes de plus. Donc, vous avez 10 minutes pour vous positionner sur la salle de votre prochaine masterclass. Donc, vous l'avez compris, il y a... Oui, voilà, on peut les applaudir.